Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'avenir de la monétisation des médias. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver et puis nous commencerons. Je vous propose de commencer. Donc, encore bienvenue à tout le monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'avenir de la monétisation des médias. Et en particulier, nous allons nous intéresser à la question du cookie wall et à son articulation avec les dispositifs d'accès au contenu payant. On bénéficie d'une actualité très très riche sur le sujet. Et donc, je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui pour discuter de ces questions Maître Étienne Drouard et Maxime Monet, cofondateur de Pool. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter tous les deux avant de commencer. Je commence, Étienne. Vas-y, Maxime. Allez, très bien. Donc, moi, enchanté. Donc, je suis ravi d'être avec vous tous. Merci Romain pour l'invitation. Donc, moi, effectivement, je suis Maxime Monet, le cofondateur et CEO de Pool. Voilà, on a créé la structure depuis 4 ans et on développe des solutions, des technos pour les éditeurs, pour les aider à gérer la relation avec leurs lecteurs, et notamment une solution donc, de PO, le Data Wall dynamique, qui est utilisée par une centaine d'acteurs en France. Merci Maxime, bienvenue. Maître, on ne vous présente plus, mais malgré tout, je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs sont intéressés de comprendre votre longue expérience sur le sujet du cookie wall, en réalité, parce que vous êtes, je pense, en France, le spécialiste de la question depuis de nombreuses années. Vous nous entendez, Maître? On ne vous entend pas, par contre. Ça va mieux? Oui, parfait. Et effectivement, ça fait trop longtemps que je suis sur ce sujet. Vous voyez bien, je suis même obligé de me présenter moi-même. L'évolution des réglementations des cookies et les questions qu'on va traiter ce matin, elles ont commencé en 1994 et j'y étais déjà. Donc, ça ne me rajeunit pas. Aujourd'hui, je suis associé au sein du cabinet Hogan Lovells et j'anime une équipe qui s'occupe de ces sujets. Eh bien, merci d'être parmi nous. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 3 temps. Un premier état des lieux juridiques avec un échange avec Maître Drouard sur le sujet du cookie wall qui, comme je le disais, bénéficie d'une forte actualité cette année. On discutera ensuite avec Maxime plutôt des solutions qui existent et qui sont déjà mises en œuvre pour certains éditeurs. Alors, pas forcément en France, mais on va s'intéresser de près à ce qu'il se fait en termes de solutions autour du cookie wall. Et on vous propose enfin une session de questions-réponses, ce sujet étant éminemment critique pour beaucoup d'éditeurs. Ça nous semblait aussi intéressant de vous écouter, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, en préambule, pourquoi parler de l'avenir de la monétisation des médias? Je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, qui est critique à plusieurs titres, mais fondamentalement parce que la presse libre est un des piliers de nos démocraties et qu'on sent bien tous que c'est un sujet qui souffre en ce moment, les éditeurs souffrent. Beaucoup d'événements mettent en danger leur modèle de monétisation. Et donc, ça nous semblait intéressant de regarder un petit peu les pistes qui s'offrent pour l'avenir de la monétisation des médias. On va faire un vrai focus sur la France, tout en s'intéressant également à d'autres
d'autres pays qui sont peut-être en pointe sur ces sujets. Donc, Maître Drouard, peut-être pour commencer, que dit la loi sur le sujet des cookie walls? Une question assez ouverte, mais qui me semble intéressante pour replacer le sujet du cookie wall dans son contexte. Et peut-être, si vous le voulez bien, parler de l'articulation entre RGPD et e-privacy en France, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions ces derniers temps. Voilà, où en sommes-nous de ce côté-là? Que doivent en penser les éditeurs? Alors, ce que dit la loi, c'est que le régime des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la délivrance d'un service est soumis depuis 2009-2010 désormais au consentement des personnes. Ça résulte de la directive e-privacy que vous avez citée, et puis d'une définition du consentement qui est discrétionnaire, une manifestation de volonté libre. Le premier de ces adjectifs-là, c'est tout le sujet de la discussion des cookie walls. Spécifique et éclairée, univoque, par laquelle une personne va accepter qu'une information soit lue dans son terminal ou qu'une information soit enregistrée dans son terminal. D'où l'application de ce régime des cookies et autres traceurs, à la fois aux cookies associés à un navigateur, mais également à la lecture d'un identifiant mobile dans un terminal mobile, ou aussi au fingerprinting qui serait fait sur un terminal à partir de différents éléments composites qui rendent unique ou individuel ce terminal. Donc ce régime de consentement, on sait qu'il est écrit, ça fait 10 ans qu'il est écrit et qu'il est même en vigueur depuis cette directive e-privacy, mais personne n'a donné d'abord une définition du cookie wall. Et quand les régulateurs ont voulu exprimer leur position à l'égard des cookie walls, ils ont dit qu'ils étaient non conformes au RGPD, sans dire ce qu'ils étaient. Et on sait bien que derrière la notion d'un wall, il y a l'idée qu'on va conditionner l'accès à un service à quelque chose. En l'occurrence, quand on parle de cookie wall, c'est l'acceptation d'un cookie. Lorsqu'on parle de paywall, c'est le fait de payer. Lorsqu'on parle de log wall, c'est le fait de s'authentifier pour accéder à un service. Mais ils n'ont pas été définis et pourtant ils ont été déclarés non conformes au RGPD, notamment dans une position des régulateurs européens et puis aussi dans des lignes directrices que la CNIL a publiées en juin 2019 qui disaient, d'après l'autorité européenne qui regroupe les autorités nationales de protection des données personnelles, les cookie walls paraissent non conformes au RGPD. C'était pas en soi une position de la CNIL, mais c'était une position qui faisait référence à celle des régulateurs européens. C'est très intéressant et donc ça nous amène immédiatement, je dirais, sur le cœur du sujet, ce qui fait que probablement qu'on se réunit aujourd'hui, c'est l'avis du Conseil d'État de juin dernier qui justement revient sur cette position de la CNIL dans ses lignes directrices de juillet de l'année dernière. Comment interpréter cette décision? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il faut lire derrière ça? Est-ce que du coup le cookie wall reste un sujet de protection des données ou est-ce qu'on dépasse du fait de cet avis du Conseil d'État cette stricte question, ce qui ouvrerait du coup des possibilités aux éditeurs? Alors, il n'y a aucun doute que le terrain de la réflexion, c'est la protection des données personnelles, mais pas seul. Je commence peut-être par une phrase qui consisterait à dire, vous savez, c'est un slogan de 1968, il est interdit d'interdire. Eh bien, on va partir de cette phrase pour l'appliquer à la fois aux régulateurs et aux opérateurs économiques. Il est interdit aux régulateurs d'interdire sans définir des situations factuelles qui permettent de faire une interprétation du droit. En l'occurrence, le critère de la liberté du consentement doit faire l'objet d'une interprétation. Est-ce que les personnes sont libres ou non de leur consentement lorsqu'on leur propose une seule condition d'accès à un service, qui serait d'accepter les cookie walls, deux conditions alternatives d'accéder à un service, qui serait autre chose qu'un cookie wall. C'est-à-dire, j'ai d'autres moyens que d'accepter ou de me voir imposer l'acceptation de cookies pour accéder à un service. Quels sont ces autres moyens? Donc, première manière de dire qu'il est interdit d'interdire, c'est que le régulateur n'est pas le législateur et que tant que la réglementation n'a pas interdit une pratique par principe, le moindre du travail qu'on doit faire quand on est un juriste, c'est de regarder une situation, de voir quelles règles s'y appliquent, de savoir si elles s'appliquent à cette situation, et puis de prendre une décision. Donc, il y avait peut-être un effort de pédagogie à faire de la part du régulateur que le Conseil d'État a rappelé.
Deuxième manière d'utiliser ce slogan « Il est interdit d'interdire » à l'égard des opérateurs économiques. Il est interdit à un opérateur économique d'interdire l'accès à son service en le conditionnant à l'acceptation de cookies et en ne faisant que ça, en n'offrant que cette impossibilité finalement de décider, c'est-à-dire soit on fait demi-tour, soit on accepte les cookies. Ça aussi, c'est interdit. Qu'est-ce qui n'est pas interdit? Tout le reste. Il n'est pas interdit aux régulateurs de faire un travail concret, et c'est ce que la CNIL a rappelé après cet arrêt du Conseil d'État dans sa recommandation du 1er octobre sur les cookies. Mais vous m'avez quand même aussi posé la question de ce que dit la loi sur les cookie walls et ce qu'a dit le Conseil d'État. Alors, entre ce que dit le Conseil d'État et ce que dit la loi, il y a effectivement autre chose que la protection des données personnelles. Il y a notamment dans les arguments qui ont été développés devant le Conseil d'État, car j'ai eu la chance de les développer pour commenter les lignes directrices de la CNIL. On a parlé aussi du droit européen qui s'applique aussi en France, notamment d'une directive sur la protection des consommateurs. Elle vient modifier un grand socle de protection du consommateur. C'est une directive 2019-2016. Elle arrive dans le paysage du droit européen fin 2019. Et elle nous dit quoi, cette directive sur la protection des consommateurs? Elle nous dit que il y a plusieurs manières de fournir une prestation de service et de se faire rémunérer pour une prestation de service. L'une de ces manières qui est licite, elle est d'autant plus licite que c'est celle qui fait l'essentiel de l'économie numérique aujourd'hui, c'est qu'il est possible de demander une contrepartie à la fourniture d'une prestation de service et que cette contrepartie, il est possible qu'elle soit constitutive de données personnelles. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça signifie que les services gratuits qui ont pour modèle économique la contrepartie de la fourniture d'une donnée personnelle et non pas un paiement direct d'une somme d'argent ne sont pas illégaux. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on utilise un moteur de recherche, un réseau social et une foultitude de services qui sont non payants directement sous forme du versement d'une somme d'argent, mais pour lesquels la contrepartie du service, c'est la fourniture de données personnelles. Le Conseil d'État a regardé cette directive et n'a pu que constater qu'elle tenait compte aussi du RGPD. Cette directive sur la protection des consommateurs disait, sous réserve des dispositions du RGPD, il est tout à fait possible de prévoir que la contrepartie d'accès à un service, c'est la fourniture de données personnelles. Et c'est sur cette base-là, dans l'argumentation de fond qui a été développée devant le Conseil d'État, que le rapporteur public a repris à son compte ce constat, qui consiste à dire que on ne peut pas imposer à un fournisseur de services de fournir un service sans contrepartie. Il y a des services auxquels on peut accéder sans contrepartie, des services publics. La contrepartie, c'est qu'on a payé nos impôts pour financer les services publics. Mais dès lors qu'on n'est pas dans une logique de fourniture d'un service public, on ne peut pas imposer à un acteur de fournir un service sans la moindre contrepartie. Donc l'idée selon laquelle j'ai le droit de consulter un article de presse, de lire une vidéo, d'utiliser un service, sans qu'on traite la moindre de mes données, sans le moindre échange, et je ne veux pas payer et je me sers, n'est pas compatible avec la notion de contrepartie contractuelle. Et ça vient insérer en fait dans un débat sur le consentement libre et discrétionnaire une connotation qui existe dans le RGPD, qui consiste à dire que la liberté, c'est pas la liberté absolue. C'est pas moi contre l'État, c'est pas moi contre le contrat, c'est pas moi contre l'entreprise, mais c'est moi contre un service et je dois pouvoir librement décider quelle contrepartie je suis prêt à concéder à un fournisseur de services en échange de l'accès à son service. Soit je paye, soit je m'inscris, soit j'accepte les cookies qui permettent par la publicité de monétiser la fourniture du service. Mais l'idée que tout est gratuit et personne ne paye est une illusion économique, n'est pas une exigence juridique et doit donc désormais être pensée au milieu du paysage de la protection des données. Effectivement, et du coup, vous l'avez évoqué, la CNIL a révisé ses lignes directrices assez récemment. Donc, on a eu ça la semaine dernière, ainsi que les recommandations qui étaient associées, qui sont pour la première fois publiées. Et on y lit, donc je l'ai mis à l'écran, que voilà, la CNIL finalement accepte le principe de cookie wall. Hein, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, puisque à l'article 18, en cas de mise en place de cookie wall, ce qui indique très clairement que c'est possible, donc sous certaines conditions, évaluées au cas par cas. Donc, on voit bien qu'il y a encore
peu de matière pratique à la mise en place. Est-ce que ça, c'est un signe que les éditeurs français peuvent aujourd'hui commencer à travailler sur ces dispositifs de façon je dirais sécurisée juridiquement, ou est-ce qu'il manque encore des pièces au puzzle? Il manque des pièces au puzzle, mais au moins on sait qu'on a un puzzle. Avant, vous avez utilisé cette phrase qui consiste à dire la CNIL accepte d'y réfléchir. Oui, la CNIL accepte que des lois existent et qu'elles s'imposent à quiconque, y compris à un régulateur indépendant. Elle accepte aussi d'être soumise au contrôle du Conseil d'État qui, lorsqu'il dit qu'il est trop rapide de poser une interdiction de principe et que doit être effectué un examen au cas par cas, c'est exactement l'orientation à laquelle la CNIL se livre désormais dans les recommandations, la recommandation publiée le 1er octobre. Donc on est passé de les cookie walls sont non conformes au RGPD à un cookie wall est susceptible de porter atteinte dans certains cas à la liberté du consentement. On ne peut que être d'accord avec cette affirmation de la CNIL. Bien évidemment, s'il s'agit d'interdire l'accès à un service en échange de l'acceptation de cookies, sans autre alternative possible, c'est très sérieusement susceptible de porter atteinte à la liberté du consentement. Quand il n'y a pas de liberté, ça porte atteinte à la liberté, il n'y a aucun doute. Quelle zone d'ouverture ça laisse? Quel champ de sécurité ça laisse? La sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction de principe. L'insécurité, c'est de savoir quelles vont être les limites de l'organisation d'une alternative. Qu'est-ce que le Conseil d'État nous dit, et son rapporteur public, de cette alternative? En lien aussi avec cette directive sur la protection des consommateurs, qui, même si elle est une directive à caractère économique, n'a pas moins de valeur qu'un texte sur la protection des données personnelles. C'est tout l'équilibre qu'il faut trouver sur la condition de la liberté de votre choix. Si on vous dit soit tu acceptes les cookies, soit tu payes 1 million d'euros, on sent bien que la liberté du consentement est assez faible. Et si on vous propose quelque chose entre une redevance qui légitimement finance un service, tel qu'on peut en justifier et le calculer dans un modèle économique, par exemple, j'aurai 10% de mes visiteurs qui paieront pour un service pour lequel j'ai besoin d'avoir des ressources qui sont de temps, avec des visiteurs uniques qui sont de temps. Et j'ai fixé mon prix de paiement d'accès à un article, à un service, une fonctionnalité. On ne peut pas estimer que ce prix porte en tant que tel atteinte à la liberté des personnes d'accéder à un service, de ne pas accéder à un service. Quel est le préjudice pour elles de ne pas y accéder si elles ne peuvent pas se permettre le prix ou si elles y concèdent le fait de devoir déposer des cookies? Il y a tout le champ de cette alternative. Il ne faut pas qu'elle soit donc dissuasive, il faut qu'elle soit équilibrée. Et qu'y a-t-il d'équilibré entre le fait d'admettre la consultation d'un service avec un dépôt de cookies et la publicité qui s'y attache? Ce sera équilibré à condition que les conditions d'utilisation de ce cookie soient transparentes. On va quand même falloir expliquer les finalités, indiquer quelles sont les listes de responsables de traitement susceptibles d'être destinataires des données suite au consentement que vous avez exprimé. Donc, ça ne vide pas de sa substance les droits et libertés des personnes. Simplement, ça consiste à ne pas interdire par principe le fait qu'elles doivent accéder à un service à condition d'accepter des cookies si on leur permet d'accéder aussi à ce service sans être obligé d'accepter les cookies. De ce point de vue, ça formate quand même quelques modèles de cookie wall qui ne seraient plus des cookie walls, mais qui seraient des alternative walls. Il faut leur trouver un autre nom si on ne veut pas discréditer le fait que c'est autre chose que les cookie walls. Il faut que cette alternative, elle n'a pas l'obligation d'être binaire. Si on veut proposer 4 manières d'accéder à un service, il n'y a aucun souci. Mais à condition que ce ne soit pas 3 manières très dissuasives et une seule qui consisterait à accepter les cookies. Je suis convaincu que depuis que le commerce existe, la fourniture de services existe, on saura faire ça. On saura proposer une panel de choix possibles, parmi eux le choix d'accéder au service en acceptant les cookies, qui permettent de ne pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, pas plus que quand vous accédez à un kiosque et que vous achetez le journal pour le lire. Merci. Alors, on a souvent l'objection de la position des CNIL européennes, donc l'European Data Protection Board, qui s'était aussi exprimé sur le sujet en mai dernier et qui semblait tenir une position beaucoup plus stricte. Est-ce que ça, enfin, l'avis du Conseil d'État est de nature qui a infléchi la position de la CNIL, est aussi de nature à infléchir la position au niveau des
des régulateurs européens, ou est-ce qu'au fond, il n'y a pas de sujet de ce côté-là, on peut de façon sereine avancer sans craindre un retour de bâton au niveau européen? Alors, d'abord, je crois que c'est pas les régulateurs qui vont se dépêcher d'interpréter les conditions licites des alternative walls. Il va falloir leur proposer des choses et celui qui aura le courage d'essuyer les plâtres aura peut-être une statue, mais il rendra service à tout le monde. Dans la décision que vous avez citée, elle date de mai, en plein débat préparatoire de la décision du Conseil d'État. Elle vient pas par hasard. Le recours contre les lignes directrices de la CNIL de juin 2019, il est intenté en septembre 2019. Les services de la CNIL, avec leurs homologues, discutent pendant tout ce temps, au sein de l'EDPB, des conditions dans lesquelles on pourrait solidifier un peu cette position sur le cookie wall. Et ça amène à cette mise à jour des guidelines sur le consentement en courant du premier trimestre 2020. La CNIL n'a pas pu convaincre ses homologues d'aller plus loin que la répétition de cette phrase. Il n'y a rien à dire contre cette phrase. Le consentement et la condition d'accès qui n'aurait pas d'alternative ne peuvent pas être compatibles avec la liberté du consentement. Ce qui me semblait aussi intéressant dans cet avis des CNIL européennes de l'EDPB, c'est la notion de bundling, donc l'idée qu'on ne pourrait pas grouper des finalités de consentement, ce qui est un petit peu la seule voie possible pour avoir une forme de cookie wall, alors même si on doit s'arrêter sur le terme exact pour le définir, mais un wall qui permettrait de consentir ou d'avoir une alternative nécessiterait, je pense, une forme de groupement de finalités. Est-ce que c'est pas là où le bas blesse aujourd'hui juridiquement? Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette interdiction qui semble tenir sur le texte quand même du RGPD de façon assez solide de bundling, qui porterait donc du coup atteinte à la liberté de consentement s'il était mis en place? Alors, le bundling n'est pas interdit, mais à condition que lui aussi soit sorti d'une alternative. Vous pouvez faire accepter les gens plusieurs finalités à la fois. La CNIL l'a dit d'ailleurs le 1er octobre, c'est pas une nouveauté, et les régulateurs européens n'en disconviennent pas. À condition quand même que ces différentes finalités soient présentées aux personnes, et que ce tout en un comporte une alternative qui consiste pour les personnes à choisir une finalité plutôt qu'une autre. Dans un mécanisme où vous offrez des alternatives aux gens en leur disant tu peux payer, tu peux t'inscrire à un service, on peut t'offrir un accès pendant 15 jours, mais après ce sera payant, ou alors on offrira aussi une alternative, ce sera payé par la pub en échange du dépôt de cookies. Ces alternatives, elles doivent être assez claires, c'est-à-dire que c'est pas soit j'accepte les cookies, il y a un financement par la publicité, soit je paye un service et il y a des cookies qui permettent aussi un usage publicitaire et un financement par la publicité. Vous la voyez bien, la malhonnêteté qui aurait à consister à dire c'est paiement plus cookies publicitaires ou alors c'est cookies publicitaires. C'est quasiment un joke de présenter des alternatives comme ça. Donc, il faut quand même que l'alternative soit limpide, c'est-à-dire qu'elle soit assez binaire. Soit les cookies sont publicitaires et c'est une possibilité d'accéder à un service, soit on n'en met pas, il n'y a pas de pub, et il y a d'autres conditions d'accès au service qui peuvent être la création d'un compte, qui peuvent être le paiement d'une somme, qui peuvent être le déclenchement de fonctionnalités. Et ça n'empêche pas que le régime du consentement groupé à plusieurs finalités ne doit pas tromper l'utilisateur. C'est pas contrat, service, plus consentement cookie publicitaire ou alors cookie publicitaire. Sinon, évidemment, dans les deux cas, les personnes n'auront pas eu le choix que d'accepter un dépôt de cookie publicitaire. Peut-être, on bénéficie aussi depuis assez peu d'une première jurisprudence sur la notion de consentement post-RGPD, le cas Planète 49, qui finalement dit une chose de façon assez nette, c'est qu'on ne peut pas avoir de choix précoché. Est-ce qu'au fond, avoir accepté tous les cookies en premier niveau ne va pas aussi à l'encontre de ce principe qui est au fond de précocher un certain nombre de cookies derrière voilà, au moment du consentement? On sort là un petit peu des cookie walls, mais pour être précis sur cette question, là encore, si la seule solution pour accepter des cookie walls, c'est de devoir dire qu'on ne les souhaite pas, c'est pas une alternative acceptable.
Donc, conditionner l'accès à un silence qui veut dire oui ou une case précochée qui veut dire oui, et il faut que les personnes fassent une démarche pour pas qu'on dépose de cookies, n'est effectivement pas du tout conforme à l'exigence du caractère explicite, libre, informé du consentement. Mais ça n'empêche pas que les questions que vous posez sur plusieurs typologies de cookies dans lesquelles on n'aurait pas le choix, si on groupe l'acceptation des personnes sans possibilité qu'elles soient ciblées sur des cas d'usage, oui, effectivement, on ne permet pas aux personnes d'être libres. Je peux vouloir les cookies qui permettent la géolocalisation du terminal, l'émission de publicité, et puis, pourquoi pas, le retargeting publicitaire sous d'autres formes que l'affichage du site web, par exemple un retargeting email. Ça va être des usages qui vont impliquer des chaînes de données distinctes, qui portent sur des finalités distinctes, c'est pas seulement des fonctionnalités distinctes. Et on peut me faire un tout en un à condition qu'on me propose aussi un choix au cas par cas. Mais il n'est pas interdit de faire un tout en un. Et pourquoi c'est pas interdit? Parce que ça n'a jamais été interdit, parce que le RGPD ne l'interdit pas. Et ceux qui pensent que c'est interdit lisent le RGPD qu'ils aimeraient avoir lu, mais pas celui qui est écrit. Très bien. Peut-être petit aparté assez rapide, c'est aussi bonus. On voit les éditeurs allemands avancer beaucoup plus sur ces questions. Pour certains, mettre en place des cookie walls. Voilà. Dès cet été, on a vu apparaître un certain nombre de cookie walls sur des sites allemands à l'occasion de la transition vers la version 2 du TCF. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en Allemagne qui fait que voilà, les éditeurs allemands ont plus de sécurité sur cette question, ou est-ce que c'est eux qui vont finalement essuyer les places jusqu'à une forme de jurisprudence au niveau européen? Eh bien, les Allemands, ils savent ce que c'est le consentement. Ils n'ont pas besoin d'en discuter beaucoup avec des Anglais pour savoir si c'est implicite ou explicite. Ils savent très bien ce que c'est le consentement parce qu'ils ont vécu à la réunification les polices politiques et des atteintes à la vie privée qui ont fait la culture allemande de la protection des données personnelles, qui est une culture très 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 forte sur l'exigence du consentement. Et quand on sait très très bien ce qu'est le consentement, à quel point il est libre, discrétionnaire, eh bien on sait qu'on ne peut pas fonctionner dans une société qui est basée sur le consentement. On lit bien le RGPD et on voit que la pseudonymisation d'une donnée, c'est une mesure de protection des données à caractère personnel, qui n'exonère peut-être pas de l'obligation du consentement, mais qui peut être à ce point protectrice qu'elle peut venir contrebalancer un certain niveau d'exigence des droits des personnes. Les premiers acteurs qui ont réclamé à ce qu'on pense à l'intérêt légitime plutôt qu'à la seule exigence du consentement dans le régime des cookies sont les Allemands, et principalement les éditeurs de presse allemands. Vous citez cette citation, mais je vous renvoie vers la page d'accueil du Spiegel ou du Bild. Allez-y, c'est bicolore, cookie ou on paye. Et est-ce que c'est contraire au RGPD? Non, avant même que le Conseil d'État le dise d'ailleurs, en France. Est-ce que la pseudonymisation est une mesure qui permet d'amoindrir les conditions d'expression du consentement pour pouvoir estimer que la protection des personnes est suffisante? Malheureusement, aujourd'hui, la réglementation en vigueur ne permet pas de débattre de ça. Aujourd'hui, c'est consentement ou alternative au consentement, mais sinon rien d'autre. La pseudonymisation n'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce que les textes qui ont pour origine le cadre en vigueur datent de 2002 puis 2009. Il est donc urgent que le futur règlement e-privacy puisse venir tenir compte du RGPD pour ne rien en enlever et faire du RGPD que le RGPD, tout le RGPD dans le secteur des communications électroniques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut tirer des conséquences de la pseudonymisation des données qui sont reconnues comme des mesures de protection. Il faut tirer des conséquences des 6 bases légales prévues par le RGPD qui étaient déjà dans la directive de 1995, parmi lesquelles l'intérêt légitime. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas c'est la vie politique de décideurs qui sont à leur place, c'est-à-dire les décideurs politiques et pas les régulateurs. Dans le projet de règlement e-privacy, la présidence allemande de l'Union européenne, qui est là jusqu'au 31 décembre prochain, vient de retirer l'intérêt légitime parmi les conditions avec lesquelles on pourrait traiter d'un cookie ou d'un traceur. C'est dommage parce que ça ne permet pas au RGPD de s'appliquer dans le domaine des communications électroniques comme il a été voté et négocié pendant 4 ans jusqu'à son adoption. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je ne dis pas que ça contrebalance, mais qu'est-ce qu'on voit sous la présidence allemande? Un dispositif qui évoque les cookie walls et les alternatives au consentement. En tout cas, les modes
d'expression alternative d'un consentement. Je consens à un contrat, je consens à des cookies publicitaires, mais dès lors qu'on me propose ces alternatives, c'est possible. Donc on peut beaucoup débattre de ce sujet-là, mais ce sera tranché sur le plan européen par des législateurs. Ça ne peut pas être tranché par des régulateurs. Et en Allemagne, si néanmoins des régulateurs admettent que sous condition de pseudonymisation, de durée courte de conservation, de hachage irréversible des données, on pourrait se passer du consentement. Ils font du très bon RGPD, même si ils ne sont pas en ligne avec le texte d'une directive adoptée en 2009 sur ce sujet. Peut-être pour conclure du coup, parce que le temps passe malheureusement, vous l'avez évoqué, quelles sont à peu près les prochaines étapes, sans vous demander pour autant de sortir une boule de cristal que vous n'avez probablement pas, mais on a parlé depuis maintenant une éternité du règlement e-privacy. Est-ce qu'il y a une chance que ce règlement fasse des progrès significatifs sous la présidence allemande et qu'on le voit déboucher à un horizon proche, ou est-ce que finalement la question du cookie wall sera tranchée avant par la jurisprudence? Quel est votre avis sur le sujet? Il me semble que les institutions européennes ne peuvent pas se permettre de laisser continuer s'embourber plus de 3 ans ce projet de règlement e-privacy au moment où la déflagration de la future directive sur les services digitaux s'apprête à voir le jour. C'est comme si on voulait faire du très moderne en même temps qu'on ne règle pas des sujets très modernes, et il y aurait un grand hiatus. Les projets sur la souveraineté numérique, les données industrielles, l'intelligence artificielle que porte notamment Thierry Breton, ne peuvent pas s'accommoder d'un embourbement du débat autour du règlement e-privacy, pour une raison qui s'appelle les cookies et les données de trafic et les métadonnées. Dans la directive e-privacy en vigueur et dans le projet de règlement e-privacy, ces sujets qui touchent à la protection des données personnelles devront être arbitrés avec de nouveaux sujets des initiatives européennes sur les données industrielles. Et pour faire rouler tout seul un véhicule dans des services de véhicules autonomes, on utilise l'identifiant d'un terminal, ce véhicule. S'il faut le consentement des personnes pour faire le véhicule autonome, il va quand même falloir articuler les règles de protection des données personnelles avec les règles sur le traitement de la donnée industrielle. Et pour ça, il nous faut un règlement e-privacy. La dernière position de la présidence allemande me laisse à penser que pour pas continuer à perdre de la valeur en créant de l'insécurité juridique encore plus longtemps, on ne peut pas se payer le luxe de continuer à ne rien avancer sur le règlement e-privacy. Donc la position allemande proposée par la présidence allemande aux États membres me paraît compatible avec les positions des autorités européennes de protection des données personnelles, qui par ailleurs ne sont pas des législateurs, mais en tout cas permettra de créer un trilogue. Moi, je crois beaucoup à quelque chose qui puisse s'adopter au premier trimestre 2021 au sein du Conseil européen au plus tard, pour que d'ici juin 2021, on ait un trilogue qui aboutisse à un règlement e-privacy. Ce serait une parallélisation avec la directive Digital Services qui va arriver sur la table des institutions européennes à l'hiver. Pourquoi je dis ça? Parce que si on continue d'attendre, on fera des séminaires, certains auront le courage ou non de proposer des alternatives, et en attendant, c'est les médias qui meurent, non pas parce que ils sont mauvais, mais parce que le cadre juridique est insécure. Et je ne crois pas qu'on puisse continuer, quelle que soit la force des convictions des uns et des autres, très pro-entreprise, très pro-régulateur, et entre les deux, on peut quand même toujours faire de la protection des données personnelles. Je ne crois pas qu'on puisse se permettre de continuer d'attendre ça. Le texte, il a quand même été publié en janvier 2017. On devrait savoir ce qu'on veut maintenant. Très bien, je pense que ça fera une bonne conclusion effectivement sur ce sujet très intéressant qui mobilise beaucoup de choses d'un point de vue juridique. Donc merci beaucoup Maître pour cet éclairage très complet. Je vous propose de basculer sur un aspect plus pratique avec Maxime. Donc voilà, le cookie wall aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de solutions? C'est-à-dire qu'est-ce qui est possible et expérimenté par des éditeurs, en commençant par se mettre dans la position du lecteur. Maxime? Ouais, tout à fait. Mais déjà pour commencer, merci beaucoup Maître Drouard pour cette précision et ce cadre qui, je pense, est quand même bien posé.
et qui permet d'avoir une bonne base de compréhension sur la partie juridique. Et effectivement, sur cette deuxième partie, on va plutôt s'intéresser à l'aspect, voilà, à quoi ça peut ressembler et quel peut être le parcours pour le lecteur, à quoi ça sert, quel objectif on veut atteindre. C'est un petit peu toutes ces questions-là. Et finalement, le cookie wall, ou un autre terme, peu importe, mais on peut se dire que c'est simplement en fait une opportunité pour les médias, payants, gratuits, peu importe, d'augmenter le taux de consentement. Et la forme que ça pourrait prendre avec une représentation assez basique, ce serait la possibilité de choisir entre deux options, hein, comme ça a déjà été évoqué avant. Donc, donner son consentement à certaines finalités et de l'autre côté, avoir d'autres alternatives, plusieurs, seulement une autre, peut-être abonnez-vous ou créez un compte ou peut-être d'autres choses. Et donc, on peut imaginer que le cookie wall, finalement, ne serve qu'à ça, qu'à augmenter ce taux de consentement et éventuellement atteindre des objectifs secondaires que peuvent être l'abonnement ou la création de compte. C'est vrai que c'est un sujet critique, le taux de consentement. Pourquoi? Parce que ça détermine directement les revenus publicitaires générés par un visiteur, et ça a été mesuré à diverses reprises, mais aujourd'hui, on estime qu'un visiteur qui ne consent pas aux cookies publicitaires, donc qui ne permet pas la monétisation programmatique, rapporte en moyenne, il faut prendre des pincettes parce que je pense qu'il y a des réalités assez différentes, en moyenne 50% de moins qu'un utilisateur qui a consenti aux cookies. Donc on voit très très vite l'enjeu, surtout sur des médias qui dépendent quasiment exclusivement de la publicité ciblée, l'enjeu de maintenir un taux de consentement suffisant pour continuer à monétiser. Et effectivement, je pense que la première façon de regarder, le premier prisme par lequel on peut regarder le cookie wall, c'est un outil qui va au fond permettre de maintenir des taux de consentement à des niveaux suffisants. Tout en étant conforme au règlement. Peut-être que la deuxième façon de le regarder, c'est ce que tu défends toi chez Pool. Oui, tout à fait. C'est vrai que si on se place un peu du point de vue du lecteur, finalement, le cookie wall, c'est juste une étape, mais finalement, c'est une étape dans un parcours. Ça a déjà été évoqué en introduction, mais finalement, on va arriver sur une home page et on va nous demander de donner notre consentement, puis après éventuellement un cookie wall dans le parcours, puis après éventuellement un paywall. Et je passe les autres options qui existent pour s'inscrire à une newsletter, recevoir des pushs et autres. Donc finalement, ce qui est complexe, c'est qu'on a déjà un parcours utilisateur qui est assez chargé. Et la question qui va rapidement se poser pour les éditeurs, si on ne veut pas faire fuir tout le monde aussi, c'est une deuxième complexité, c'est de se dire, voilà, finalement, j'ai différents objectifs business à atteindre à différentes étapes de mon parcours utilisateur et comment je choisis l'objectif à atteindre quand il arrive sur le site, quand il lit un premier article, quand il lit un deuxième article, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que donc le cookie wall, ça peut être vu comme quelque chose qui, finalement, a pour simple objectif d'augmenter les taux de consentement. Mais je pense que c'est une belle opportunité pour les éditeurs de finalement essayer d'orchestrer cette relation et ce dialogue avec le lecteur pour justement essayer de créer cette relation durable. Parce que le cookie wall, ça peut être quelque chose d'assez basique où on explique les options, mais ça peut être aussi un moyen de sensibiliser, d'avoir une prise de parole. Et peut-être que dans cette logique de parcours un peu global, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder le taux de consentement, mais finalement, d'autres indicateurs vont être intéressants, et au global, de regarder le revenu par utilisateur, avec l'objectif de se dire que dans la vie de l'utilisateur, l'objectif, c'est de le faire passer différentes étapes et au fur et à mesure d'augmenter son revenu par utilisateur. Donc, c'est une autre façon de voir le sujet du cookie wall comme simplement une étape, enfin, voilà, un bandeau, et c'est plus une étape dans un parcours. Effectivement, peut-être que première leçon, c'est que les éditeurs se concentrent un peu trop sur le taux de consentement et devraient maintenant envisager le parcours client sous le prisme du revenu par utilisateur plutôt que de rester focalisé sur la publicité. Alors, du coup, ça nous amène assez vite à ce deuxième temps. À quoi ça ressemble un cookie wall aujourd'hui? Et peut-être si on prend une perspective un peu historique, regardez quelles sont diverses expérimentations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. On a beaucoup parlé du cas Washington Post, et notamment le fait que pour le Washington Post, les alternatives incluent des alternatives dans lesquelles on a au fond de la publicité personnalisée et des cookies, même si on paye, ce qui est un point de vue intéressant. Quel est ton avis sur le sujet, Maxime? Ouais, effectivement, ils ont eu le mérite de le faire assez rapidement. Ce que je ne sais pas, s'ils l'ont fait uniquement pour les visiteurs européens ou si c'était pour l'ensemble des visiteurs.
Mais effectivement, d'un point de vue utilisateur, l'avantage que présente ce fonctionnement, c'est qu'on est relativement clair. En tout cas, on peut se dire qu'on comprend ce qui se passe. Par contre, par rapport à ce qui a été dit avant, il y a un certain nombre de points qui sont pas forcément conformes à ce qu'on pourrait attendre justement en France et en Europe, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une des alternatives qui, en fait, vous choisissez l'alternative, mais vous avez quand même du tracking publicitaire. Et la première possibilité, qui est le fait de naviguer maintenant, en fait, on a du mal à comprendre exactement quelle finalité ça implique. Et de ce point de vue-là, je pense que Romain, toi, tu as un avis un peu particulier, enfin éclairé là-dessus, mais effectivement, c'est un peu limite, quoi. Alors, je pense qu'effectivement, du point de vue de la conformité, on n'y est pas tout à fait, et que le choix n'est pas du tout libre, dans le sens où il n'est pas suffisamment informé. Quand on clique sur le bouton Browse Now, on n'a aucune idée de ce qui se passe au fond derrière, et c'est peut-être là la piste pour, à partir de cette base qui est intéressante et qui est au fond assez logique, regarder comment est-ce qu'on peut réfléchir en termes de solutions. Donc on le mentionnait, je pense que ce qui est assez intéressant de regarder, c'est le cas des éditeurs allemands. Et donc on a vu émerger cet été un certain nombre d'alternatives sur des éditeurs allemands. Donc là, je montre une qui est le site de GameStar, qui montre comment est-ce que sur un éditeur allemand qui, au fond, parle de jeux vidéo, on va avoir cette alternative entre consentir et accéder à du contenu au travers d'un abonnement, qui est une alternative déjà un peu plus aboutie parce qu'on y retrouve beaucoup plus d'informations, notamment en termes de finalité et de responsables de traitement qui auraient accès à la donnée. Voilà, c'est une initiative qui est assez intéressante et qui me semble être une bonne piste de démarrage pour un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui, avec néanmoins peut-être des choses à améliorer en termes d'expérience utilisateur. On peut toujours travailler sur la clarté de l'information, mais ça me semblait un exemple intéressant à mentionner. Du coup, en France, à quoi ça pourrait ressembler, Maxime, à court terme, ce cookie wall? Ouais, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça prenne différentes formes. On l'a vu avant, là, c'est juste pour imager ça. En tout cas, on peut imaginer qu'en termes de parcours utilisateur, ce ne soit pas forcément la première priorité de l'éditeur. Il y a déjà une certaine base juridique à respecter. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce soit des choses qui soient demandées au cas par cas en fonction des éditeurs et en fonction du potentiel que représente la homepage pour eux, soit directement sur la homepage, en faisant comprendre un petit peu comme sur GameStar, c'est ce que fait GameStar, je crois, sur la première visite à l'arrivée sur le site, donc par exemple sur la homepage, et ou soit le fait de privilégier, de se dire peut-être qu'on va pas tout de suite demander ou proposer ça, mais le faire dans un contexte où l'utilisateur a un intérêt plus fort à donner son consentement ou du moins à écouter ce qu'on a à lui dire, que peut-être pour un média, notamment la lecture d'un article, où là, éventuellement, on aurait un contexte qui serait à plus forte valeur ajoutée. Donc, en tout cas, à court terme, on peut imaginer que la logique de parcours utilisateur soit peut-être secondaire et qu'on essaie plutôt de se focaliser sur un respect légal qui déjà est un beau chantier, quoi. Cette notion de contexte est très intéressante. Je pense que c'est un point sur lequel il faut quand même insister parce que cette idée de travailler sur le parcours utilisateur, elle doit aussi se faire dans un cadre conforme et voilà. Il va falloir aussi renoncer à l'idée de traquer l'utilisateur pour savoir à quel moment on lui demande son consentement, ce qui est un non-sens. Vous travaillez beaucoup ces questions au travers de vos solutions chez Pool. Quelles sont les grandes leçons de ce côté-là? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des éditeurs qui font un travail particulièrement intéressant de ce côté-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que comme beaucoup de publishers, finalement, la fiabilité du cookie peut être remise en cause pour un certain nombre d'éléments et que finalement, les éléments de ciblage contextuels liés à des contextes comme par exemple les typologies de contenu, les contenus payants, les contenus gratuits, sont des contextes qui, indépendamment du fait que l'utilisateur ait donné son consentement ou de la fiabilité d'un traçage avec le cookie, sont des éléments qui sont tangibles et qui vont fonctionner dans la durée. En tout cas, nous, au niveau des solutions qu'on développe, on essaie de privilégier des ciblages contextuels qui, eux, au moins, ont l'avantage d'être durables. Et finalement, quand on regarde cette question du cookie wall, on va l'aborder après, mais ça peut être assez cohérent et il y a des exemples. Hein, on va regarder l'exemple de Give ensemble.
qui est une application voilà, mais qui en fait essaye de donner, de récupérer ce consentement à un moment donné où l'utilisateur est dans une action clé dans son parcours et qui va maximiser les chances de réussite. Tout à fait, hein. Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de leçons à retirer, notamment sur l'univers applicatif mobile, qui depuis très longtemps a développé cette culture freemium, c'est-à-dire de montrer la valeur du contenu avant de solliciter soit le paiement, soit dans le cas de Give, un consentement, et qui donne d'excellents résultats, je pense à la fois en termes de monétisation, avec une base d'utilisateurs monétisés qui est souvent beaucoup plus conséquente que ce qu'on retrouve sur des médias plus qui ont leur origine sur le web, et également d'un autre côté des taux de consentement qui sont très supérieurs parce que la question est posée au bon moment à l'utilisateur, et que du coup quand c'est fait au bon moment, quand c'est fait dans le contexte et avec une information qui est claire, on se rend compte que naturellement les taux de consentement suivent. Et ça, c'est quelque chose qui me semble particulièrement intéressant. Alors Give, pour ceux qui ne connaisseraient pas, et je leur fais un peu de pub parce que j'aime beaucoup cette application, c'est le bon coin du don. Donc ça consiste à avoir une marketplace dans laquelle vous pouvez donner vos objets, tous les objets dont vous ne vous servez pas, plutôt que de les jeter. Ou même de les vendre, en faire bénéficier des gens qui en ont besoin. Donc voilà, je pense que le contexte et je dirais, la nature de l'application joue aussi peut-être dans les taux d'acceptation, mais ça montre bien que voilà, être honnête avec ses audiences et leur fournir un service de qualité est aussi un excellent moyen de les engager et du coup d'obtenir à la fin un abonnement ou même un consentement dans le cas d'un cookie wall. Ouais, pour compléter, Romain, effectivement, moi qui ai fait le parcours pas plus tard qu'hier sur Give, en fait, ce qui est intéressant, c'est que alors c'était un parcours logué, mais on télécharge l'application et rapidement on nous demande de créer un compte, mais cette étape, elle est optionnelle et on nous dit qu'on peut le faire plus tard. Donc moi, j'ai choisi l'option plus tard et finalement, j'ai commencé ma navigation dans Give et au moment donné où j'ai voulu sélectionner un objet à donner ou récupérer un objet, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, il faut que tu crées un compte pour pouvoir le faire. Et naturellement, j'étais beaucoup plus enclin à le faire et c'est assez malin parce que c'est une fois que le lecteur il est engagé, non pas parce qu'on a traqué son profil, mais quand il veut faire une action clé, donc quand il est dans un contexte particulier, c'est là qu'on va déclencher le dialogue avec lui pour lui faire comprendre que voilà, il y a une valeur ajoutée des deux côtés à trouver et qu'il faut se mettre d'accord là-dessus, quoi. Très bien. Alors, passons du côté des solutions. Et donc, on va peut-être s'arrêter juste dans un premier temps sur le Transparency and Consent Framework, qui est le standard dominant par lequel les consentements sont collectés et distribués à toute la chaîne publicitaire. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de remarquer que au mois d'août, le TCF, dans sa version 2, a changé les policies sur la question du cookie wall et a introduit une dérogation qui est à votre droite sur l'écran, qui indique clairement que dans le cas où une alternative serait offerte à l'utilisateur, un certain nombre d'exigences des policies du TCF ne sont plus nécessaires, et notamment le fait de pouvoir, de forcer l'utilisateur de permettre à l'utilisateur, d'accepter ou de refuser en bloc un certain nombre de finalités. Donc voilà, donc ce que ça veut dire, c'est que pour tous les éditeurs qui se posent la question, le TCF l'envisage et l'envisage à tel point que ça a été introduit dans les policies. Donc ça fournit aussi un cadre dans lequel on peut tester des alternatives aujourd'hui avec une CMP. Je vais vous passer la petite vidéo. Donc avec Pool, on a travaillé à notre intégration. Donc ce que vous voyez, c'est les premières ébauches de ce travail-là, qui sont essentiellement de nature technique. Maxime, qu'est-ce que je laisse peut-être commenter toi aussi cette bêta? Tout à fait. Alors cette démo, elle est assez intéressante. C'est vrai qu'on a bossé avec vous pour essayer de se dire quelle première version on pourrait éventuellement proposer. Donc là, on est sur un article premium ou un article tout court, et puis l'utilisateur va avoir deux possibilités. Il va pouvoir choisir de donner son consentement, regarder les finalités.
Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif pour nous, c'était de faire un premier POC pour voir concrètement ce que ça pourrait donner et comment nos solutions pourraient se parler. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour être assez critique sur ce qu'on a fait, finalement, il y a des choses d'un point de vue juridique qui manquent, comme des retours pour pouvoir dire, en fait, non, je ne choisis pas cette option, mais je reviens sur mon choix et je choisis une autre option. Donc, il y a un certain nombre de points optimisés. En tout cas, on s'est amusé à faire une première version qui est fonctionnelle et qui pourrait être utilisée potentiellement par des éditeurs qui le souhaiteraient. Oui, c'est vrai que c'est important de préciser, c'est essentiellement, je pense, une bêta à caractère technique, c'est-à-dire, en fait, toute cette mécanique de consentir ou payer, elle n'est pas neutre ou simple à articuler techniquement. Et donc voilà, donc, ce qu'on a cherché à tester dans cette bêta, c'est vraiment la possibilité d'intégrer aujourd'hui une CMP d'IDOMI avec un éditeur de solutions de paywall pool pour voir ce à quoi ça pourrait ressembler et comment est-ce qu'on pourrait articuler ça pour un éditeur. Donc, bien entendu, maintenant, on cherche des éditeurs qui souhaiteraient avancer sur ce sujet. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me contacter ou à contacter Maxime pour avancer avec nous sur ce sujet. Le temps passe, donc on va conclure, Maxime. Voilà, quelles sont quelle est la marche à suivre à partir de maintenant pour les éditeurs français sur ce sujet? Moi, je pense effectivement qu'il y a probablement des premiers tests à faire assez basiques autour du cookie wall, comme ça a pu être évoqué avant. Basique d'un point de vue expérience utilisateur, hein, le légal doit lui être très très solide. Et après, voilà, demain, les choses qui peuvent être intéressantes pour les publishers, c'est d'avoir des logiques de parcours. Donc, typiquement, proposer, comme le fait Give, à l'utilisateur de donner son consentement avec la possibilité de dire « je déciderai plus tard ». Et au moment où il va être dans des contextes à plus forte valeur ajoutée, de donner son consentement pour essayer justement de maximiser les chances et de maximiser l'expérience utilisateur. Et donc, ça, c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Avoir différents designs pour justement essayer d'avoir quelque chose de plus progressif en termes de messages affichés à l'utilisateur et privilégier, bien sûr, les contextes à forte valeur ajoutée. Comme nous, on le fait avec des éditeurs, l'accès à un contenu payant est quelque chose qui a une valeur énorme. Et il peut y avoir des choses qui sont faites aussi dans cette zone-là, donc dans l'article en tant que tel, mais aussi peut-être des contextes d'articles qui sont à plus forte valeur ajoutée et même des articles payants. Voilà. Très bien, merci. On a un peu débordé sur l'horaire, donc je vous propose de passer à vos questions. Je vois qu'il y en a un certain nombre déjà. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre chronologique. Question de Jean-Marie. Les cookie walls sont-ils autorisés dans les autres pays par le DPB? Je pense qu'on... Peut-être que... Est-ce que Maître, il y a certains pays dans lesquels la pratique du cookie wall est beaucoup plus communément admise ou dans lesquels les autorités de protection des données, à ce stade, se sont prononcées et ont fourni un cadre clair aux éditeurs? Ou est-ce que les exemples français et allemands sont finalement les plus révélateurs de la situation au niveau européen? Le premier pays, c'est l'Autriche. C'est le pays de Max Schrems, celui qui défend la protection des données devant la Cour de justice. En Autriche, il y a eu un contentieux dans lequel a été arbitré, après un avis positif de l'autorité locale de protection des données, un contentieux devant les tribunaux, et qui a permis de reconnaître qu'un éditeur avait le droit de demander de contrepartie à l'accès à son service dès lors qu'il offrait une alternative. C'est donc les Autrichiens qui ont écrit pour la première fois le sujet. Maintenant, est-ce que les cookie walls sont autorisés par le DPB? Non, mais ils ne sont pas interdits non plus, et le DPB n'émet que des recommandations qui sont destinées aux régulateurs et qui n'ont pas de force obligatoire à l'égard des entreprises ou des justiciables. Donc la question à l'inverse, c'est les cookie walls sont-ils autorisés? Non plus, ils ne sont pas autorisés lorsqu'il s'agit d'un mur. Voilà. Mais si dans ce mur, vous ouvrez 2 portes, on commence à pouvoir réfléchir enfin à des alternatives. Effectivement. Question de Denis sur les sites web qui n'ont aucun business model d'abonnement ou d'achat de lecture d'articles. Quelles sont les alternatives à envisager? Maxime, quelles sont les pistes pour ces éditeurs-là qui effectivement voient le champ des options quand même réduit, a priori? Ouais, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à me compléter, mais en tout cas, on peut imaginer que la création de compte, en tout cas l'incitation à se loguer, à créer un compte, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour les publishers parce que c'est quand même une base ensuite qui va servir un petit peu tous les business models. C'est une base qui a de la valeur, en tout cas le fait d'avoir
connaissances utilisateurs et de les avoir logués. Après, je pense qu'il peut y avoir des choses aussi de manière assez basique sur des offres d'abonnement éventuellement sans publicité, parce que on peut imaginer que quelqu'un qui refuse de donner son consentement à ce type de fin, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une expérience avec la publicité qui est particulière. Donc, on peut imaginer aussi qu'il y a des options qui existent là-dessus, sans forcément se mettre à lancer une offre premium qui, elle, enfin, aussi intéressante soit-elle cette option, peut prendre énormément de temps, de ressources et coûter un petit peu d'argent. Donc, il y a probablement des choses déjà sur ces deux aspects qui peuvent être travaillés, et vous avez peut-être aussi, vous, de votre côté, d'autres. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les exemples mobiles. C'est-à-dire, quand on regarde le gaming sur mobile, dans la réalité, le pourcentage d'utilisateurs qui finissent par sortir leur carte bleue est toujours ridiculement faible. C'est entre 1 et 5% des utilisateurs pour les jeux qui marchent extrêmement bien. Et on voit bien que ça suffit à faire vivre les éditeurs de jeux, voire les faire vivre très très bien. Donc, je pense que pour tous les éditeurs de contenu, il y a toujours cette base-là qui peut être assez faible en proportion, mais qui sera toujours plus sensible que l'immense majorité de l'audience, et qui sera d'accord sous certaines conditions pour payer. Il y a aussi la possibilité du don qu'on voit beaucoup se développer, des plateformes de dons qui permettent de donner, de contribuer aux médias et aux contenus qu'on apprécie, qui sont des options qui sont tout à fait valables. Ça ne concernera jamais la majorité de l'audience, et je pense qu'il faut le dire très honnêtement, la plupart des internautes ne sortiront jamais leur carte bleue, donc c'est pas vraiment le sujet. Ça a peu de chances de changer. C'est comme ça. Mais par contre, je pense qu'il faut explorer ces alternatives en s'inspirant du mobile, et peut-être offrir des possibilités d'engager ses lecteurs les plus fidèles au travers du don. Wikipédia, l'encyclopédie la plus importante aujourd'hui pour l'humanité, vit entièrement du don. Alors, le temps passe, donc on va peut-être prendre une ou deux dernières questions. On a beaucoup parlé d'éditeurs et de contenu. Est-ce que on pourrait imaginer des solutions pour des non-éditeurs, donc des sites type site de e-commerce, qui peuvent avoir une partie média également, ou même des sites de travel qui finalement utilisent aussi beaucoup leurs données d'audience avec un bassin de partenaires pour monétiser. Est-ce qu'on atteint les limites du cookie wall, ou est-ce qu'on peut envisager des pistes, mettre de ce côté-là? Je pense qu'il faut offrir des options et des fonctionnalités aux utilisateurs dans des domaines qui vont dépasser le dépose de cookies pour la monétisation publicitaire des services. Évidemment, c'est pas évident pour un e-commerçant de se dire ma fonctionnalité d'affichage dynamique de ma page d'accueil en fonction des produits que vous avez regardés, et ce qui me permet de faire tourner un moteur de recommandation de produits connexes pour les gens qui ont acheté la même chose que ce que vous regardez, c'est une fonctionnalité qui est disponible par défaut. Elle fait écho à la personnalisation dynamique des contenus. Et on le voit bien chez un éditeur, c'est la météo du coin, les résultats de foot du coin. Mais pour un e-commerçant, c'est les produits et services qui sont connexes ou inhérents à une navigation intérieure. La difficulté avec les cookies qui supportent ces différentes fonctionnalités, c'est que jusqu'à présent, on considérait que ces fonctionnalités étaient inhérentes au service, et que désormais, avec le caractère explicite, on peut se demander si c'est inhérent à une fonctionnalité. Là, on peut regarder le site de la CNIL qui nous aide pas mal. En fait, vous activez ou non la fonctionnalité des boutons de réseaux sociaux. Vous activez ou non la fonctionnalité de géologue parce qu'elle est soumise à un consentement. Vous activez ou non la fonctionnalité de recommandation. Vous activez ou non la fonctionnalité des avis des autres utilisateurs. Donc, on peut imaginer des cercles dans lesquels, par défaut, le service a l'air d'être un peu plus frustre, et puis au fur et à mesure où les personnes activent des fonctionnalités qui leur sont présentées mais qui restent inactives jusqu'à ce qu'elles les activent, seraient des manières d'exprimer un consentement dès lors qu'on sait qu'on est en train d'activer la fonctionnalité. Le consentement, c'est pas forcément une signature, plus une case à cocher, plus un engagement, plus une inscription. Le consentement, c'est indubitablement une démarche par laquelle on accepte quelque chose. Si je veux la géologue du magasin le plus proche, si je veux activer la fonctionnalité produits connexes ou autres offres qui me sont présentées en grisé, peut-être en statique sur quelque chose qui n'est pas pertinent et que je rends actif, c'est une manière d'exprimer son consentement. En tout cas, c'est une manière pour les commerçants électroniques de survivre à la richesse des fonctionnalités que les consommateurs ont l'habitude d'avoir, et un régime de consentement qui serait
qui serait tellement strict qu'il ne permettrait pas d'avoir toutes ces fonctionnalités actives par défaut. Donc je pense que plus on contractualise, plus on fonctionnalise tel et tel outil qui repose sur le fonctionnement d'un traceur ou d'un cookie, plus on peut passer cette condition du consentement. Toute la guerre sera la guerre de la compétition. Est-ce que par défaut, votre service est super fonctionnel ou est-ce que par défaut, il est un peu plus frustre parce que vous préférez avoir des engagements successifs de l'utilisateur au cours de son parcours? Ça, c'est l'histoire de la protection des données, de poser la bonne question au bon moment pour que les personnes puissent en dire plus sans que vous soyez en train de leur en proposer trop. Eh ben ça, je pense que ça fera une bonne conclusion. On arrive au bout de l'heure. Merci beaucoup, merci à tous pour ces questions. Merci Maître Drouard pour votre contribution très très riche. Je pense qu'on a vraiment eu un aperçu complet de ce que dit la réglementation et les différentes autorités sur la question. Merci Maxime pour la contribution plus pratique, je dirais, sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager la question d'un point de vue pratique pour un éditeur. Et n'hésitez pas à nous contacter tous, donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez poursuivre ces échanges. Je vous souhaite du coup une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel échange sur ces sujets passionnants. Merci Romain. Merci à vous.